Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. 8h44, dans un instant, on reviendra sur le conflit vu par un Ukrainien résident en France qui sera dans quelques instants avec nous. En attendant, il va nous rejoindre. On fait peut-être un point sur la question du jour pour l'heure et notamment sur cette question vis-à-vis de l'OTAN, puisque ça sera notre grand débat, en l'occurrence à partir de 9h30. La France doit-elle demeurer dans l'OTAN? Ça donne quoi du côté des réseaux sociaux? La réponse est ferme, hein, c'est 88% à dire que non. La France n'aurait jamais dû revenir à l'OTAN. Elle était une nation d'équilibre souveraine avec une diplomatie respectable, dissuasive et au secours des droits humains. Vous pouvez bien entendu nous appeler 0826 300 300 et continuer de commenter avec notre invité ce matin qui est avec nous, Bogdan Obraz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes écrivain ukrainien, membre de l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors effectivement, vous résidez en France depuis 12 ans maintenant. Oui. D'origine ukrainienne et vous résidez en France du coup depuis 12 ans et vous deviez retourner en Ukraine lorsque la guerre a éclaté là-bas, c'est ça? Absolument, j'ai pris des vacances pour aller voir mes proches, mes amis et surtout mes éditeurs pour en discuter sur les modalités de communication de mon second roman. Et donc en plus il y avait des vols très bon marché et finalement les vols étaient annulés et justement la guerre a débuté jeudi. Vous ne vous y attendez pas du tout à ce moment-là? Absolument pas. J'avoue, j'étais au mois de janvier, même pour un triste événement pour les funérailles de ma mère, mais j'ai pas vu cela passer. La ville était en pleine réjouissance de Noël et de Nouvel An. Elle était très belle. Il y avait plein de cafés. Les gens sortaient. Donc pourtant déjà l'Ukraine était entourée. Vous avez des nouvelles depuis de vos proches, j'imagine, très régulièrement? Oui, je veux vous dire que le mot comment ça va, c'est la question la première, oui, et qu'on pose à chaque fois. Aussi, on essaie juste, parfois on peut pas toujours poser cette question, donc on regarde juste si les personnes sur les réseaux sont actives, s'ils sont en ligne, s'ils posent des questions, s'ils posent des publications, même s'ils mettent des j'aime ou bien même s'ils suivent mes stories, ça donne espoir. Parce que vous avez une inquiétude pour vos proches là-bas, je sais pas dans quel coin de l'Ukraine ils sont, mais est-ce qu'ils sont sur des zones peut-être potentiellement de combat? Vous avez cette inquiétude très forte? C'est vrai que la majorité, donc ma famille et mes amis proches, c'est Kiev, mais j'ai des amis et des connaissances un petit peu partout en Ukraine. Et effectivement c'est inquiétant. Quels sont les échos que vous avez de votre famille par rapport au quotidien? C'est la résistance. Depuis jeudi. C'est la résistance. Bien sûr, il y a une certaine peur, mais c'est la résistance. Les gens se sont réunis pour combattre la Russie de Poutine. Et justement, quand on voit que les gens, les mains vides, en chantant l'hymne ukrainien, ils essaient de bloquer les chars russes, c'est quand même un moment très émouvant. Vous vous renseignez d'ailleurs pour éventuellement rejoindre l'Ukraine un moment, un jour? Pour l'instant, c'est une question que je me pose, mais c'est difficile d'y répondre actuellement. En tout cas, vous êtes engagé dans une association d'aide médicale et caritative entre la France et l'Ukraine. Vous sentez qu'il y a une mobilisation qui s'accélère finalement autour de ce conflit et justement en soutien à votre pays d'origine, l'Ukraine? Absolument. Donc c'est une association aide médicale et caritative France-Ukraine qui a été créée en 2014 suite au Euromaidan, donc la révolution de dignité en 2014. Et c'est vrai que depuis le début de la guerre, on a énormément de demandes justement comment aider les Ukrainiens, comment apporter une aide médicale, comment apporter une aide humanitaire. Donc effectivement, je vous invite à aller sur notre site amc.ukr.fr. Justement, c'est pour apporter l'aide médicale, les médicaments. Puis là, je peux vous dire que sur Paris, on a des récoltes de matériel humanitaire, et même des couches pour les enfants, des jouets pour les enfants. Donc on peut les apporter dans les églises ukrainienne, donc 6 rue de Palestine, c'est au Jourdain, et puis à l'église Saint-Volodymyr-le-Grand à côté de Saint-Germain, donc 51 rue de Saint-Père. Et également, nous avons créé un site qui s'appelle Shelter for UA, donc Shelter 4 UA, c'est justement là où les Français peuvent donner leurs coordonnées s'ils peuvent accueillir des réfugiés, mais également apporter de l'aide, c'est traduction, aide juridique, soutien psychologique. Bogdan Obraz, est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation de tant de pays justement pour soutenir l'Ukraine? Déjà, je ne m'attendais pas à la guerre, mais c'est vrai que quand c'était le Euromaidan, nous étions
plusieurs centaines à protester. Quand c'est la guerre, j'ai vu des milliers. Notamment personnellement, j'étais à Marseille lorsque ça a débuté. Il y avait au moins 500 personnes dans le Vieux-Port. Et à Paris, je sais qu'il y avait plusieurs milliers à Place de République ou Place Saint-Michel fin de semaine dernière. Et justement, les gens ne restaient pas juste dans les cafés. Ils venaient soutenir les Ukrainiens. Ils parlaient, ils proposaient leur aide. Et il y avait une certaine solidarité et mobilisation pour mon pays. Merci beaucoup. Ouais, Bogdan Obraz, alors pour ceux qui ne nous suivent pas sur YouTube et qui ne voient pas la vidéo, pour le coup, vous avez alors le symbole, il y a le drapeau bleu, blanc, rouge sur le pull et puis l'écharpe ukrainienne. Oui, tout à fait, c'est la solidarité France-Ukraine. Oui, bien sûr. On va faire réagir alors nos chroniqueuses qui sont avec nous, Lydia Guirous dans un instant, et puis Elisabeth Lévy, vous entendez le témoignage à l'instant de Bogdan Obraz. Qu'est-ce qu'il vous inspire ce témoignage, notamment vis-à-vis de la solidarité aussi en France, vis-à-vis des Ukrainiens? Bon, non, mais ça, évidemment, on peut se réjouir, si vous voulez, de ces mouvements du cœur. Simplement, les mouvements du cœur peuvent aider dans une situation d'urgence. Ils règlent rien politiquement. Bien sûr. Si vous voulez, je crois. Moi, je me méfie, si vous voulez, aussi de trop d'émotions et de pas assez de réflexion. Je parle pas des gens. C'est normal que les gens se mobilisent. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est pour parler un peu politique. Excusez-moi, votre prénom, je l'ai pas entendu au début. Alors c'est Bogdan. Voilà. Bogdan. Et d'ailleurs, c'est frappant parce qu'on voit bien que les Ukrainiens et les Russes, ils ont le même genre de prénom. Et je voulais savoir si pour vous, comment vous voyez le point de vue russe. Alors, je parle pas si vous voulez, de la rhétorique très années 60 de Vladimir Poutine, la dénazification, etc. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes russes? Par ailleurs, je veux dire, sur le long terme, mais est-ce que pour vous... J'imagine que vous avez des amis russes, du reste. Oui. Mais je vais vous dire qu'encore une fois, on ne dit pas juste la Russie, on utilise le mot la Russie de Poutine. Et justement, c'est la Russie de Poutine qui attaque sur la liberté, sur la dignité, sur la démocratie. Effectivement, les Russes qui sont en Russie, ils se posent la question, mais pourquoi on commence à vivre pas comme avant? Pourquoi on peut plus voyager comme avant? Pourquoi les Ukrainiens nous regardent avec méfiance? Pourquoi on a le niveau de vie qui baisse? Justement, la réponse, c'est Poutine. Qui a attaqué l'Ukraine en 2014 et qui a envoyé l'Ukraine complètement là. Est-ce que vous, juste une autre question, pardonnez-moi, est-ce que vous avez des amis dans les régions russophones? Oui, tout à fait. Parce que j'ai cru comprendre que, contrairement à ce qu'on pouvait croire de loin, les Russes n'ont pas vraiment été accueillis très bien là-bas non plus, en fait. Non, ça aussi, on parle de politique, parce que je peux vous dire, je venais souvent en Ukraine, et il y avait quand même une large possibilité pour la langue russe. La presse était en russe, on entendait le russe à la radio, à la télé, et pardonnez-moi l'expression, mais parfois même les gens qui parlaient russe étaient mieux accueillis que les gens qui ne parlent pas français dans certains bistrots à Paris. Est-ce qu'on avait ce matin une Russe qui vit en France et qui disait que forcément ils allaient subir des dommages collatéraux? Qu'est-ce que vous avez à en dire par rapport à ça? Quand je regarde les dommages que subissent mon peuple ukrainien, effectivement, quand je vois directement les missiles qui s'abattent sur les villes, sur les cités dortoirs, sur les résidences, sur les hôpitaux, sur les orphelinats, quand il y a des femmes et les enfants qui meurent, donc il faut agir. Bogdan Obraz, je rappelle, vous êtes écrivain ukrainien et vous nous faites le plaisir d'être avec nous sur Sud Radio jusqu'à 9h. Une réaction à Lydia Guirous, vous vouliez justement réagir aux propos qu'on entendait. Oui, moi je voulais vous demander, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez l'espoir que les Russes s'opposent à cette opération militaire qui est dirigée par Vladimir Poutine, se mobilisent, même si c'est très difficile pour eux parce qu'il y a des menaces très fortes de répréhension, on a vu qu'il y a déjà eu des arrestations. Est-ce que vous pensez que par un mouvement en faveur de la paix et de la désescalade, les Russes peuvent réussir à arrêter Vladimir Poutine, sachant qu'ils vont aussi avoir des conséquences très lourdes sur leur niveau de vie? Oui, effectivement, mais vous vous souvenez, 2014, ils sont 144, nous étions 40 millions, et finalement on a pu arrêter le tyran. Donc effectivement, on salue, on remercie tous les Russes qui s'opposent à cette guerre, qui sortent manifester, qui vraiment proclament leur chant de liberté et leur cri anti-guerre en Ukraine. Donc effectivement, c'est pour ça que si tous les Russes qui sont en France et en Russie m'entendent, s'il vous plaît, aidez-nous à
à protester, à tenir et surtout, vraiment. Rangez-vous du bon côté, c'est ça que vous voulez dire. Alors il y a d'une part ces manifestations résister, avec des centaines d'arrestations qui ont déjà eu lieu en Russie. Mais alors il y a cette stratégie aussi de l'Europe de jouer plus peut-être sur la question économique, financière et notamment vis-à-vis des oligarques. Ce sont peut-être via eux que finalement l'Europe va réussir à faire céder Poutine. Vous le sentez aussi comme ça, les oligarques ont ce pouvoir-là finalement face à un Vladimir Poutine de faire en sorte qu'il recule là-dessus? Ce n'est pas exclu parce que c'est vrai que les oligarques russes se sont installés, disons, dans les années 2000, quand tout allait bien, enfin, entre guillemets. Et donc, effectivement, quand ils vivent leur confort baisser, quand ils vivent leur millions baisser aussi, donc ils se posent la question. Effectivement, espérons qu'il y aura aussi un groupement qui va être contre Poutine. On est en train de les branler un petit peu partout, par les oligarques, par l'Europe, par aussi les Russes qui manifestent. Donc, il faut continuer à branler. Oui. On en parlera d'ailleurs sur la question des oligarques avec Éric Revel qui est en train de me dire qui est en train de râler là, parce que du coup, justement, lui il a une réponse à apporter aussi sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il râle? Mais non, mais juste en rigolant, bien sûr, Elisabeth, voyons. Il trépigne, pas il râle. Il nous fasse des crêpes. Eh ben oui, on lui demandera. Il est là, je crois, Éric Revel. Vous êtes là, Éric? Oui, bien sûr. Eh ben voilà. Bien sûr, bonjour à tous. Justement, non, mais parce bonjour, que la question des oligarques, elle est fondamentale. C'est même c'est le sujet de mon édito. Donc c'est pour ça que je râlais. Non, je trépignais d'impatience. Je parlais des oligarques. Et nous, on a hâte de vous entendre aussi. On a hâte de vous entendre aussi là-dessus. Ça sera dans un instant sur Sud Radio. En tout cas, un grand merci Bogdan Obraz d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Écrivain ukrainien. On pense bien sûr aussi à votre famille encore bien présente. Sûr, et à tous les Ukrainiens. Et vos livres sont traduits? Merci. Oui, effectivement, c'est mon livre Kiev-Paris qui est sorti chez l'Harmattan en 2018. Ah ben voilà, il faudra l'acheter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, restez avec nous. Vous l'avez entendu, Éric Revel. Déjà dans les starting blocks. Dans un instant, Revel en campagne et on fait un point de météo et on fera bien sûr un point sur l'actualité. À tout de suite. Grand matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h02, tout de suite Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Eh bien, rebonjour Eric. Bonjour à tous. Oui, alors on va revenir effectivement sur cette question des oligarques. Alors on a effleuré le sujet tout à l'heure, on va y revenir dans un instant avec vous Eric, mais d'abord parlons de ces sanctions économiques d'ampleur qui pleuvent sur la Russie et cette économie russe qui vacille fortement, il faut le dire. Oui, les sanctions s'accumulent, vous l'avez dit lourdement. Bannissement, on s'en souvient du réseau SWIFT pour les banques russes, mais aussi, et ça c'est important, gel des avoirs de la Banque centrale russe, gel aussi des avoirs des oligarques, on va en reparler, la Suisse, Monaco, des places financières qui n'ont pas l'habitude de restreindre les capitaux circulants, ont décidé de geler les avoirs de ces oligarques, comme le Japon d'ailleurs. Bon, tout ça est historique, l'économie russe vacille rapidement, explosion de l'inflation, le rouble qui s'effondre de 40%, les faillites d'entreprises qui semblent se multiplier maintenant, et puis vous l'avez vu sur les images, les Russes qui se bousculent pour retirer au guichet des banques leurs économies. Alors je regardais aussi dans le secteur déterminant de l'énergie pour la Russie, gros producteur de pétrole et de gaz, les groupes Shell et BP se désengagent de la Russie, quittent la Russie. Total, le groupe français qui a investi massivement, ne compte pas pour l'instant quitter le pays, mais Bruno Le Maire veut, a-t-il dit, en discuter avec le patron de Total. On comprend entre les lignes que ce n'est plus tenable pour Total de maintenir son activité sur le sol russe. Et la pression internationale s'accroît encore, Eric, avec des pays neutres comme la Finlande qui vont livrer des armes à l'Ukraine. Oui, c'est ça, la Finlande, la Suède, c'est tout à fait historique, qui vont fournir des armes. La Finlande qui a plutôt évidemment un statut de neutralité habituellement et historiquement, qui partage 1300 km de frontières communes avec la Russie. Ils vont fournir ces deux pays des armes. Et puis aussi forte turbulence à l'intérieur même de la Russie, et on vient sur le cœur du sujet, parce que 3-4 milliardaires russes, ce qu'on appelle les oligarques, contestent cette guerre, parce qu'évidemment le blocage de l'économie russe, l'effondrement de l'économie russe fait fondre la fortune de ces oligarques. Et justement, on y vient, mon cher Eric, sur cette question des oligarques. Est-ce que c'est pas la plus grande fragilisation pour Poutine et son régime, du coup, que cette fragilisation vienne de l'intérieur et notamment de cette contestation des oligarques milliardaires qui se fait entendre?
On peut effectivement commencer à poser la question. Il y a à peu près 100 milliardaires en Russie qui auraient perdu 250 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors l'argent fond comme neige au soleil pour eux, et l'économie russe, faut aussi le signaler, n'aurait avec ses réserves financières qu'une vingtaine de jours d'importation. Bref, le peuple, évidemment, d'abord va souffrir parce que l'économie de ce pays vacille, mais l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc la pression des oligarques sur Vladimir Poutine, sur son régime, plus l'idée que même si la Russie a accumulé 2000 tonnes d'or depuis les sanctions de 2014 sur l'annexion de la Crimée, donc ça donne un matelas, mais si vous regardez que ces oligarques font pression, plus l'idée que c'est de plus en plus compliqué, sans doute au fur et à mesure des jours et des semaines pour Vladimir Poutine de financer cette guerre, peut-être que là on a aussi le début d'une pression qui va peser sur les négociations engagées entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup Éric Revel, vous restez avec nous. On poursuit et justement on lance ce débat avec qu'on avait commencé effectivement, notamment sur la question de ces oligarques. Est-ce que c'est pas le point faible aussi de Vladimir Poutine, et est-ce que finalement la volonté n'est pas là aussi de l'Union européenne de jouer sur ce talon d'Achille peut-être? Lydia Guéros, en tout cas ce qu'on peut dire c'est que du côté de l'Union européenne finalement cette crise, cette guerre, elle a renforcé politiquement cette Europe-là. Ouais, c'est l'une des bonnes surprises de cette crise, s'il peut y en avoir une, c'est qu'on a vu que l'Europe politique, d'une certaine façon, a émergé. Je ne m'attendais pas, très honnêtement, j'étais un peu même sceptique, je ne m'attendais pas à ce que l'Europe apporte une réponse dans l'unité et la solidarité face à cette attaque des Russes. Et là, on voit qu'il y a l'ensemble des pays de l'Union européenne, et même ceux qui n'y sont pas et qui sont connus pour leur neutralité comme la Suisse, qui affiche ses sanctions évidemment financières et économiques, mais qui apporte aussi un soutien en termes d'armement et parfois même de forces militaires pour essayer d'aider les Ukrainiens, mais aussi de nous protéger. On peut dire que l'Europe politique est née. Avec en tout cas une des décisions qui a été prise très rapidement. Ça fait réagir Elisabeth Lévy. Oui, allez-y Elisabeth, qui n'est pas d'accord, semble-t-il. Non, je ne suis pas d'accord avec cet optimisme sur l'Europe puissance qui tout d'un coup serait né comme un champignon, parce que d'abord je crois, disons que il faut voir un peu ce qui va se passer quand l'émotion sera retombée. En revanche, vous avez raison, sur cette affaire russe, il y a une solidarité, il y a une unanimité, tout simplement parce que je crois que la plupart des pays d'Europe ont finalement découvert que là-dessus, quelle que soit leur divergence d'intérêts, le gaz, etc., on connaît ça, ils ont quand même un intérêt qui est de contenir l'appétit impérial russe, si vous voulez. Ça, c'est un intérêt de tout le monde. Maintenant, non, je ne suis pas sûr, en tous les cas, je réserve ma position, que l'Europe politique va naître de tout ça, parce que dès que la crise sera retombée, vous verrez que nous allons retrouver chacun nos intérêts. Moi, je continue à croire que la puissance est plutôt un attribut des nations, et que si l'Europe doit être une puissance, c'est ce que le général de Gaulle appelait l'Europe des nations. Je ne crois vraiment pas à l'Union européenne comme machine puissante. Voilà. Et maintenant, Lydia, le temps va nous départager et nous verrons bien si nous verrons bien ce qui va se passer. Ma chère Elisabeth. Et moi, je ne suis pas sûr de vouloir être dans un ensemble, si vous voulez, ou un gouvernement sur lequel je n'ai aucune prise et qui n'est pas responsable devant les électeurs français va prendre des décisions comme par exemple celle de la suspension des médias russes. Excusez-moi, l'Union européenne, Madame von der Leyen n'a pas à dire quels médias nous autorisons ou pas en France, décision que par ailleurs je trouve débile. Mais bon, et je trouve que ça nous fait nous comporter exactement comme Poutine. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc je ne veux pas que l'Union européenne, si vous voulez, se mêle de décider des choses pour les électeurs français. En tous les cas, pas plus qu'elle n'en décide maintenant. Et Éric Revel, pour revenir sur cette guerre en Ukraine et sur l'impact que ça a eu sur l'Europe, notamment vis-à-vis de l'ensemble de ces sanctions qui ont été prises assez rapidement. Et on a franchi un cap ou pas au niveau de cette Union européenne en termes de puissance, de réponse dans un contexte de crise en tout cas, et est-ce que ça peut durer finalement ? Bon,
moi, je vais me garder de trop d'optimisme et de triomphalisme également. Il y a une très belle phrase du peintre Francis Bacon qui disait « Je suis un optimiste désespéré ». Donc on peut prendre cette phrase comme « Je suis désespérément optimiste » ou au contraire « Je suis plus désespéré qu'optimiste ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être, mais le temps, comme dit Elisabeth, nous départagera. Ce qui est sûr, c'est que d'une certaine manière, quand même, Vladimir Poutine, avec cette agression militaire en Ukraine, ressuscite l'OTAN et donne un nouveau souffle à l'Union européenne. C'est indéniable. Alors, c'est sans doute pas les effets collatéraux qu'il imaginait, mais en tout cas, pour l'instant, on assiste à cela. D'abord, la solidarité de l'Union. On verra ensuite si tout ça résiste au temps. Je suis d'accord avec Elisabeth. Maintenant, je voudrais dire une chose, c'est que quand on négocie, comme c'est le cas en ce moment à la frontière du Bélarus, entre Ukrainiens et Russes, et que on semble accepter l'idée que l'Ukraine, puisqu'elle en a fait la demande, adhère à l'Union européenne, je pense que c'est une façon, pardonnez-moi, de remettre de l'huile sur le feu, parce que évidemment Vladimir Poutine, qui cherchera peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être pas le cas en ce moment, puisqu'il y a une grande colonne qui se dirige vers Kiev de 60 km de long, de blindés russes, mais peut-être qu'il cherchera une fenêtre, une porte de sortie, mais franchement, immédiatement annoncer, même si visiblement ça discute à l'intérieur du Conseil européen, mais annoncer que l'Ukraine pourrait adhérer à l'Union européenne, moi je pense que c'est pas comme ça qu'on va se sortir de ce conflit qui peut quand même. Mais vous y croyez vraiment sur alors c'est la donc demande. C'est des vraies questions, mais pour l'instant, là, au moment où on se parle, j'ai le sentiment qu'à l'insu de son plein gré, Vladimir Poutine a plutôt redonné du souffle à l'OTAN qui était en mort cérébrale d'après Emmanuel Macron, et a redonné une certaine cohésion, unité à l'Union européenne. Mais on verra évidemment si, une fois que l'émotion sera passée, que la crise, espérons-le, sera vite résolu, si tout ça sera de nouveau sur la table après la crise. J'ajoute qu'il a fait autre chose, c'est qu'il a en quelque sorte cimenté, solidifié un sentiment national ukrainien. Et j'avoue, bon, d'abord moi j'ai été absolument surprise par l'invasion de l'Ukraine, comme la plupart des observateurs d'ailleurs, comme le président Zelensky lui-même. Mais j'avoue que j'attendais. Je pensais que les soldats russes allaient être plutôt bien accueillis dans les régions russophones. Or, il semble, pour le peu d'informations qu'on ait, qu'ils n'aient pas du tout été bien accueillis et que dans ces régions, les gens se sentent aussi ukrainiens. Il faut quand même savoir que c'est assez mélangé, l'Ukraine et la Russie, du point de vue des populations. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens à la tête de l'Union soviétique, d'ailleurs. Et puis, et si vous le permettez, j'aimerais aussi rebondir sur ce que disait Elisabeth, puisque Thierry Breton, le commissaire européen que le monde entier nous envie, a donc décidé a annoncé en tout cas que les médias russes dont Elisabeth parlait, Sputnik et RT France, seraient suspendus. Moi, j'ai fait quelques éditos politiques sur la présidentielle sur RT France, et je dois dire, parce que je l'ai tweeté, que on m'a jamais imposé un sujet, je l'ai traité comme j'ai voulu. J'ai même dit sur l'RT France que l'agression russe sur l'Ukraine était inqualifiable et inacceptable. Bon, on vous a pas tapé sur les doigts. Que un actionnaire ou un pouvoir politique ait la mainmise sur un média, c'est pas nouveau, chers amis, qu'on soit dans le monde libre ou qu'on soit dans un monde plus contraint. C'est souvent le cas. Je sens qu'il va dire du mal de France Inter. Mais ce que je veux dire, c'est que on met le doigt dans un engrenage qui me semble périlleux et qui me semble dangereux, parce que où commence la propagande et où se termine la liberté des expressions au pluriel. C'est extrêmement complexe. Alors on peut dire faisons taire les voix de l'ennemi si on considère que ce type de médias sont des ennemis à la solde d'un ennemi militaire du moment, mais ne mettons pas ça à mon avis sur la défense de la liberté d'expression, parce que là on met le doigt dans un engrenage qui me semble très complexe. Regardez ce que faisait CNN pendant la guerre en Irak, voulue par les Américains. Regardez ce que font d'autres chaînes qui défendent des points de vue géopolitiques national, et c'est bien normal. Bon, donc tout ça me semble un peu compliqué. Voilà, je voulais juste rajouter ça, ma chère Elisabeth. En tout cas, et puis d'ailleurs, c'était le propos d'ailleurs d'Elisabeth Lévy sans interdit, que vous retrouvez bien sûr en podcast et puis sur nos réseaux sociaux. En tout cas, vous restez avec nous, Éric Revel, Elisabeth Lévy et Lydia Guirousse. On a parlé effectivement des conséquences de cette guerre en Ukraine, notamment vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Europe. On va parler des conséquences
vis-à-vis aussi de la campagne présidentielle, parce que ça y est, ça se rapproche, on est à bientôt un mois du premier tour, mais comment faire campagne? Meeting annulé pour ce qui est de samedi à Marseille pour Emmanuel Macron. Quand va-t-il se déclarer? On en parle dans un instant. Oui, à tout de suite, et vos appels 0826 300 300 si vous voulez justement débattre avec nos éditorialistes du jour. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h17, on continue notre débat ce matin, 0826 300 300. Éric Revel, Elisabeth Lévy et Lydia Guérousse avec nous, et Gérald qui nous appelle de Serres, qui voulait nous poser une question. Bonjour Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour. Alors, on allait parler de la campagne présidentielle, justement, et des conséquences de cette guerre en Ukraine, et je crois que vous vouliez réagir à ce propos. Oui, alors, ce qui est fort dommage, c'est qu'on peut, malheureusement, les politiques peuvent se servir de cette, je dirais, malheureuse intervention russe pour je dirais, par rapport à la campagne présidentielle, se positionner en tant que, je sais pas, peut-être en tant que grand sauveur ou en tant que, je dirais, grand conseiller. Et ce qui est dommage, c'est que le débat démocratique aurait dû avoir lieu déjà depuis un petit bout de temps. Oui. Emmanuel Macron ne s'est pas déclaré encore président, encore, je dirais candidat, pardon. Oui. Vous allez plus vite que la musique. Voilà, excusez-moi du lapsus, non, mais bon, il a commencé sa campagne quand même présidentielle il y a déjà au moins 3 ou 4 mois. Il l'a fait de manière encore, je dirais, sournoise et certainement très intelligente. Ça, je lui accorde. Mais ce qui est fort dommage, c'est que se servir d'un conflit pour redorer un blason de l'exécutif qui est bien terni, je trouve ça fort dommage. Et un débat démocratique, je pense il aurait dû avoir lieu déjà depuis un long moment, ce qui n'est pas le cas. Et on voit ce que ça donne au niveau de tous les partis qui se présentent. C'est une guerre, je dirais, politique qui, moi, me navre, puisque notre pays est déjà dans une galère pas possible par rapport au contexte, par exemple, économique, etc. Mais monsieur le président actuel ne fait pas grand-chose pour que les choses s'arrangent. Voilà. La situation de la France dans tout ça. En tout cas, Gérald, merci d'avoir appelé le 0826 300 300. Vous continuez d'ailleurs à nous appeler pour réagir. Elisabeth Lévy, vous avez entendu justement notre auditeur à l'instant qui disait voilà, c'est dommage d'une certaine façon de ne pas pouvoir avoir de débat sur le fond. Vous réagissez comment par rapport à ce qui vient d'être dit? Bon, moi, je suis à moitié d'accord avec Gérald. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, je veux dire, on ne peut pas accuser, c'est pas Emmanuel Macron qui envahit l'Ukraine, ni qui a demandé à Vladimir Poutine de l'envahir. Donc bon, que ça le serve, c'est un fait, mais on ne peut pas l'accuser de manipulation. Oui. En revanche, je suis assez scandalisé tout de même par le fait qu'on accepte une espèce de suspension de la campagne, parce que je ne dis pas, encore une fois, c'est une guerre très grave, ce qui se passe est très important, mais pendant 5 ans, la France va continuer, il va y avoir beaucoup de problèmes. On a le droit à la fois de juger le bilan d'Emmanuel Macron et de connaître ses propositions, d'autant plus qu'on ne sait jamais sur quel Macron on va tomber dans le fond. Donc moi, je pense que cet arrêt de la campagne, oui, est assez scandaleux. Et que dans le fond on accepte que Vladimir Poutine nous vole le débat présidentiel, ça ne va pas du tout et je ne vois pas de raison de le faire. Je veux dire, je suis navré, la France n'est pas attaquée aujourd'hui sur son territoire, elle n'est pas directement en guerre, que nous soyons concernés, c'est une évidence, mais nous ne sommes pas sous les bombes, donc la campagne devrait avoir lieu. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. On vous libère parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Je vais écouter les réponses de mes camarades quand même. Ça m'intéresse de savoir ce qu'ils en pensent. Je vais les écouter. On va faire réagir notamment Éric Revel, parce que moi, ce qui m'interroge, c'est que effectivement, alors on attend sa candidature officielle, son programme, mais on a déjà son bilan, son quinquennat, Éric Revel, et pour le coup, les oppositions auraient pu commencer d'ores et déjà à le faire, ce bilan, non? National, vous avez vu que tous les candidats à l'élection présidentielle se sont rendus à Matignon hier
pour partager, j'imagine, des informations avec le chef du gouvernement. La situation est quand même complexe et grave. Bon, mais juste, Elisabeth, si vous avez raison, c'est quand même Poutine qui envahit l'Ukraine et qui déclare la guerre à l'Ukraine. C'est pas Emmanuel Macron. Mais quand vous dites ça et que vous regrettiez qu'il n'y ait pas de campagne, les deux sont liés. Pardon. Dès l'instant où on est évidemment certain que Poutine déclare la guerre à l'Ukraine et que Macron essaye de boucher les trous et d'être présent diplomatiquement, on peut pas. La suite logique, c'est qu'il n'y a pas de campagne électorale présidentielle et qui va sans doute, enfin on verra, mais les sondages ils lui donnent 2-3 points de gain depuis le début de cette crise. Si j'ai bien compris. C'est ça. Donc voilà, donc c'est le vieux réflexe d'un pays dans la situation politique qui est la nôtre, c'est-à-dire à quelques semaines d'une élection importante, lorsque ce pays est dans une crise ou face à une crise qui est importante et qui semble devoir durer, le réflexe des gens, c'est de faire confiance plutôt aux sortants, pardon. Après, le bilan de Macron, il n'est pas bon. Mais justement, on n'en parlera pas puisque l'heure est à la gravité au contexte international. Donc on n'en parlera pas. Et comme il n'y aura pas de campagne, faites vos choix et faites vos pronostics. Lydia Guéros, par rapport à ce que disait Elisabeth Lévy tout à l'heure sur cette campagne présidentielle un peu fantôme, quoi. C'est sûr que la campagne présidentielle va être en partie, pas complètement, mais en partie éclipsée par la guerre en Ukraine. Il y a une urgence sur ce front-là. Après, les autres candidats vont essayer effectivement de quand même apporter la contradiction, l'opposition, mais ça ne va pas imprimer. Ça ne va C'est pas la question imprimer. d'être audible. La prime ira forcément au président de la République, qui est en discussion avec l'ensemble des dirigeants européens, et les caméras sont braquées sur lui. Et puis les Français se disent, les autres ne feront pas mieux, voire feront pire, et il y a eu des mises en scène qu'on a pu voir notamment du côté de Valérie Pécresse, qui était à peu près assez grotesque avec ce conseil de stratégie et de défense. Il y a eu d'autres qui avaient aussi des liens et puis des mots doux vis-à-vis de Vladimir Poutine qui les discrédite un petit peu. Donc en fait, c'est pas que Macron soit exceptionnellement bon, c'est que l'opposition est quand même très mauvaise. Et puis Éric Revel aussi parlait et puis vous l'avez dit tout à l'heure, Lydia Guéros, de cette prime au sortant de toute façon dans ce contexte. Donc, il paraît être la valeur refuge pour beaucoup de Français, valeur refuge surtout en temps de crise. Et il y aura ce réflexe d'aller vers le président sortant, celui qui est déjà aux affaires. Éric Revel, oui. Non, mais juste un mot quand même, parce que les images et la communication dans ces périodes sont déterminantes. Pardon, mais on n'a jamais vu aucune image du Conseil de défense lorsqu'on avait la crise de la Covid-19. En revanche, on a vu le président de la République en Conseil de défense sur la crise ukrainienne. Alors deux choses. Il y a des choses. Oui, mais ça m'a frappé quand même. C'est-à-dire qu'on a un conseil de défense sur une crise sanitaire dont on sait que les archives ne s'ouvriront pas après plusieurs décennies. On n'a jamais eu aucune image. Et là, on a le président de la République qui est en campagne électorale quand même, qui s'affiche. Bon, tant mieux. On est content de voir un président de la République tenir un conseil de défense sur une crise politique, diplomatique et militaire aussi importante que celle de l'Ukraine. Mais ça vous a pas sauté aux yeux, ma chère Elisabeth? On n'a jamais eu aucune image du conseil de défense sanitaire. Que s'est-il passé? Je vous avoue, je trouve ça très intéressant, cher Eric, mais je vous avoue que je n'avais pas vu, j'avais raté la belle image de la War Room en France, donc je l'ai raté cette image d'hier. On a même une vidéo. Donc je l'apprends. Oh là là, attention, on parle pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pardon, je l'apprends de vous, cher Eric, et vous avez raison, c'est très intéressant. Donc on peut dire, c'est de bonne guerre, mais Emmanuel Macron joue un peu, évidemment, de ce statut, si vous voulez, de chef de guerre ou de chef diplomatique. Lydia Guéros, d'un mot, oui. Ce que disait Lydia d'ailleurs. Vous voulez ajouter? Mais on avait des images de cette War Room lors des différentes attaques terroristes que l'on a subies. Où l'on voyait le président de la République, ministre de l'Intérieur, Florence Parly également dans ce bureau. Il y a eu quelques images à cette occasion-là. Un mot pour conclure avec vous trois sur cette campagne présidentielle, à votre avis. Alors là, je vous demande sur la boule de cristal que vous avez juste devant vous. On aura le droit ou pas à un débat de fond démocratique, un début de débat de fond démocratique sur le bilan d'Emmanuel Macron, sur éventuellement les réformes de fond à mener pour la situation
situation en France aujourd'hui, dans les prochaines semaines ou pas? Elisabeth Lévy, pour commencer. Non, et ça me désole. C'est ce que nous venons de dire tous les trois en quelque sorte. Ouais. Non, et ça me désole. Et je ne trouve pas, si vous voulez, que la situation en Ukraine nous empêcherait de l'avoir. Donc non, je trouve que c'est un problème. D'ailleurs, celui qui a la boule de cristal la plus puissante, c'est quand même le président de la République, parce qu'il nous a dit dès le premier jour que cette guerre durerait en Ukraine. Oui, il peut le penser, on peut le penser, les experts peuvent le penser, mais objectivement, si la guerre dure, ça évitera justement au président de la République d'aborder d'autres sujets que celui de la campagne électorale. Je ne lis pas tout, mais je me pose quand même la question. Et puis, que sera-t-il, quelle ampleur prendra cette crise dans les jours, dans les semaines qui viennent? On n'en sait rien. Si ça s'aggrave, le contexte sera encore moins porteur, à mon sens, à parler et du bilan et de la campagne présidentielle. Tout ça se fera rapidement. D'ailleurs, dans quelle mesure et quand va-t-il déclarer sa candidature? Tout ça aussi est quand même un peu étrange. Si la crise devient plus profonde, eh bien, ça se trouve, il enverra une notification au Conseil constitutionnel en tant que chef de guerre, chef d'État, pour dire je suis candidat à ma propre succession, mais j'ai autre chose à faire que de vous en parler parce que là, je suis dans ma war room. Dans ma war room, voilà. Et puis, je pense que les Français ont totalement intégré le fait qu'il sera candidat. Donc, pour moi, c'est franchement presque un non-événement, cette déclaration. On sait qu'il sera candidat à sa réélection et ça suivra son cours. Après, la déclaration, est-ce que ça se fait au milieu des Français, dans un JT à 20h, de manière extrêmement solennelle, ou par l'envoi d'une notification au Conseil constitutionnel? C'est presque secondaire, je pense, pour les Français. Moi, je trouve pas du tout. Moi, je trouve que non, justement, ça va frustrer beaucoup de gens, l'air de rien. Moi, je pense que ça va frustrer beaucoup de gens de ne pas avoir de campagne et d'avoir une déclaration dans la foulée d'un contexte, qui est pesant et grave, mais ça va frustrer des gens. Et ça bannit quand même une partie de la conception qu'on a de la démocratie dans ce pays. Pardonnez-moi. Je vous parlais de la déclaration du président de la République. Je ne parlais pas de la campagne. La campagne, il y aura une frustration, évidemment. Mais il y aura des débats. Il y aura des débats à la télévision, il y aura les journalistes qui feront leur boulot aussi, je l'espère. On verra ça. En tout cas, c'est vrai que je parlais de boule de cristal, mais pour le coup, le problème, c'est qu'on n'en a pas vraiment. Et effectivement, peut-être que c'est surtout Emmanuel Macron qui l'a en ce moment, comme on l'entendait à l'instant. Merci beaucoup, Éric Revel, Lydia Guirous. Merci beaucoup aussi, Elisabeth Lévy, pour ces débats. Bon Mardi Gras. Ce matin. Bon Mardi Gras à vous aussi. Sans masque. Voilà, sans masque, effectivement. C'est ça notre nouveau déguisement. C'est sans masque. Eh oui, c'est ça. Pas avoir de masque, ça change tout. Ça change tout, exactement. À l'inverse, du coup. Merci à vous. Très belle journée. Allez, à 9h29 sur Sud Radio.